Bien, bonsoir à toutes et à toutes. Je vous remercie de votre présence ce soir pour la dernière conférence de notre cycle consacré à la revalidation dans tous ses états. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'Advanced Care Planning. Je ne dévoilerai pas davantage de ce titre un peu mystérieux, mais que mes confrères se feront un plaisir de vous exposer. Alors aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'entendre le docteur Charles-Henri Serre, qui est notre chef de service de l'unité de soins palliatifs et qui est également impliqué au CHU de Liège dans la coordination de l'équipe multidisciplinaire de soins palliatifs. Et ensuite, nous entendrons le docteur Jedidi Zeid, qui est notre chef de service de neurologie et qui coordonne en plus de ça, l'une des salles de revalidation, la salle 230 sur le site du Val d'Or, et qui s'occupe également de la prise en charge des patients de la Convention Corée de Huntington. Je ne m'éternise pas, je vous souhaite une bonne conférence et j'invite le docteur Serre à prendre la parole. Bonsoir et merci pour l'invitation, effectivement. Alors, le titre mystérieux, on parle de revalidation sur les séances de cette année. Se revalider, c'est faire un projet sur le futur, c'est parier quelque chose sur le futur. Évidemment, le futur, c'est aussi anticiper ce qui peut plus mal se passer, les choses positives, donc les choses négatives. Et donc, cela fait maintenant quelques années qu'il est de bon ton de parler de planification anticipée des soins. Alors, comme on est en Belgique, que l'on a déjà 3 langues, eh bien, quand on n'est pas d'accord sur un terme, on en choisit une 4e. C'est pour ça qu'INAMI, en 2022, parle d'Advanced Care Planning pour planification anticipée des soins. Et c'est pour ça que moi, en tant qu'immigré d'Occitanie, je n'ai pas résisté à la tentation de mettre une 5e langue pour brouiller un petit peu plus les choses. Donc, KESACO, qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond? C'est ce dont nous allons parler ce soir. Donc, pour ma part, je vous parlerai de la planification anticipée des soins de manière générale, théorique, en vous proposant une méthodologie de comment faire, en fait, en quoi ça consiste. Et puis, mon éminent confrère, Dr Jedidi, lui, parlera de cette thématique appliquée au contexte de neurologie et en l'incarnant un petit peu plus dans une histoire clinique. Alors, finalement, comment on en vient à faire tout un foin autour de cette planification anticipée des soins? À quoi ça sert? Pourquoi ça s'impose à nous en tant que soignants? Eh bien, pour plusieurs raisons qui ont vraiment trait à l'évolution de la médecine dans le courant du XXe siècle. 3 raisons principales, finalement. La première, c'est que la fonction de médecin, ça change beaucoup sur les 2 derniers siècles. Au XIXe siècle, on décrit les maladies, on décrit des syndromes. D'ailleurs, il y a une conférence il n'y a pas si longtemps d'une consoeur neurologue qui expliquait que certains auteurs, notamment, ont décrivé les maladies bien avant les médecins. Donc, on nomme les maladies, on les décrit. On ne sait pas les guérir. Le XXe siècle, finalement, il y a ce changement qui s'opère dans les moyens mis à la disposition des médecins et des patients. Et finalement, on switch d'un moment où le médecin, c'est vraiment quelqu'un qui accompagne, qui est disponible, qui est là au quotidien auprès de ses patients. Il ne peut pas faire grand-chose pour guérir, mais il peut faire de l'accompagnement. Et donc, l'évolution des techniques met à disposition différentes choses, différents moyens, différents traitements. Et donc, on va commencer à aller voir le médecin pour une technique, un moyen, un diagnostic, une maladie. Et donc, on ne vient plus voir quelqu'un qui vous accompagne tout au long de votre vie, de votre naissance, éventuellement jusqu'à votre mort. On vient voir quelqu'un dont vous attendez un service, et donc un service de qualité avec une certaine exigence. Donc, premier changement, on demande des comptes finalement à ce prestataire de service. Deuxième évolution aussi, c'est les scandales sanitaires. Alors ça, on ne va pas refaire toute l'histoire des 50 dernières années, mais des scandales qui impliquent évidemment les médicaments, les scandales liés à la thalidomide, le Mediator, l'épidémie d'overdose par oxycodone aux États-Unis jusqu'en ce moment. Tout ça, évidemment, ça n'encourage pas les citoyens à nous faire confiance en tant que soignants. On nous demande des comptes, on ne veut pas nous confier les clés de la maison sans contrôle. Dernière chose, c'est en termes de technique, et ça concerne plus spécifiquement la planification anticipée des soins, c'est l'évolution des techniques de réanimation, évidemment. Et donc, c'est un confrère assez médiatique de la Citadelle qui explique que pendant son assistanat, on commence à disposer des drogues vasopressives, des moyens de choquer les gens, de les réanimer vraiment. Et vous savez, comme les enfants à Saint-Nicolas, on a un nouveau jouet, donc
on veut vraiment l'essayer, avec cette phrase qu'on entend encore beaucoup, on va lui donner sa chance. Ben oui, évidemment. Et donc ce collègue raconte que ben voilà, dans la fin des années 70, début des années 80, on pouvait avoir 85, 90 ans, faire un arrêt cardiaque. Ben, on va vous donner votre chance, madame. On va vous réanimer. On va appeler les réanimateurs. Et donc ça, évidemment, ça aboutit à des situations que l'on qualifiera plus tard d'obstination déraisonnable, d'acharnement thérapeutique aussi. Et donc, la volonté de réfléchir avant pour ne pas devoir décider dans l'urgence, dans l'instant, réfléchir avant sur ce qu'il convient de faire. Voilà un petit peu d'où tout ça vient, ce terme-là. Donc, dans la suite de l'exposé, moi, je vous parlerai plus particulièrement de la planification anticipée des soins, mais déjà, j'aimerais définir deux termes que l'on confond parfois un petit peu ensemble. Déjà, le dernier, je parle de limitation thérapeutique. Limitation thérapeutique, c'est donc des prescriptions médicales anticipées négatives. On ne va pas faire ci et ça parce que. Il y a une autre façon de nommer ça qui est assez locale, qui est de parler de projet thérapeutique. Voilà. À titre personnel, ça me pose des questions, puisque finalement, ce n'est pas un projet, c'est une décision. Ce n'est pas vraiment thérapeutique, puisque est-ce que c'est quelque chose qu'on ne va pas faire? Donc, est-ce que c'est un si bon terme que ça? En tout état de cause, il y a différentes manières de nommer ça dans les différents pays francophones, mais le terme de limitation thérapeutique me semble être celui qui est le plus représentatif. Et donc, c'est on ne va pas intuber, on ne va pas ventiler, on ne va mettre ou pas une chimiothérapie, on va mettre ou pas une circulation extracorporelle. Vous comprenez assez facilement que ces éléments-là, qui sont des éléments de décision technique, comment voulez-vous que les patients aient la moindre idée s'il faut faire une circulation extracorporelle et dans quelles circonstances? Donc, la limitation thérapeutique, on y reviendra un petit peu plus loin, c'est une conséquence du processus, du parcours dont on va parler ce soir. On ne doit pas prendre le problème à l'envers, on ne doit pas d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'on fait pas, on doit d'abord réfléchir finalement au vrai projet de vie du patient, et c'est ça le sens de la planification anticipée des soins. Les déclarations anticipées relatives aux soins, ça c'est quelque chose dont on a reparlé un petit peu plus récemment parce que vous le savez certainement, il y a une loi sur les droits des patients qui date de 2002, triptyque de loi, ça vous le savez aussi sans doute. On a dans un même temps législatif finalement promulgué en Belgique une loi relative aux soins palliatifs, aux droits des patients et à l'euthanasie. Et donc, cette loi fixait un certain nombre de choses et durant le premier trimestre de cette année, elle a été amendée, modifiée. Alors, il n'y a pas tant de choses que ça qui changent dans cette loi. Elle souligne, elle incite sur certains aspects. Elle introduit quand même quelques nouveaux concepts comme le droit à l'intimité du patient. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important à souligner. Et elle, surtout, souligne et introduit la notion de planification anticipée des soins. Donc là, pour le coup, le législateur, il n'a pas repris le terme anglais, un terme français. Donc, super. Et elle définit ce qu'est une déclaration anticipée. Et donc, ces éléments-là, vous le comprenez, c'est un droit pour les patients, donc c'est un devoir pour les soignants de les mener à leur terme correctement. Voilà. Et donc, la déclaration anticipée relative aux soins, c'est finalement le document que va pouvoir rédiger le patient pour exprimer ses souhaits pour exprimer ses valeurs, ses préférences par rapport à ses soins actuels et à ses soins futurs. Et pour la petite parenthèse, si le document est rédigé en bonne et due forme, qu'il n'y a pas de doute sur la volonté exprimée par le patient et sur sa capacité lorsqu'il l'a fait, ce document, c'est comme si le patient parlait. Et donc, ça s'impose. Voilà. Et donc, contrairement à ce que pensent certains collègues qui parfois travaillent aux urgences ou en réanimation, médico-légalement, on s'expose plus en ne respectant pas ce papier-là, en réanimant les gens, qu'en ne réanimant pas, en respectant la volonté du patient. Mais bon, ça, c'est des évolutions de pratique peut-être pour plus tard. L'autre cadre réglementaire autour de tout ça, c'est, je vous le disais, en 2022, l'INAMI veut pousser cette histoire de planification anticipée des soins, parle d'Advanced Care Planning, d'ACP, donc, et introduit un acte, une consultation pour le médecin généraliste. Une consultation qui est valorisée, je pense, autour d'une centaine d'euros, je ne suis pas sûr du chiffre, mais plus ou moins. Et là, d'emblée, il y a... Alors, si la volonté est bonne, je pense, de souligner l'intérêt de la démarche, d'emblée, de le limiter uniquement au médecin généraliste et une seule fois dans la vie du patient, ça déjà, ça pose un peu question. Parce qu'on le verra, finalement, ce qui est important, c'est le processus, c'est la démarche. Quand on commence une planification anticipée des soins, ça ne se termine que quand le patient est mort, évidemment.
Et donc, ça vous le savez, c'est un petit peu ennuyant, donc je vais passer assez vite. Les éléments que demande l'INAMI lors de cette consultation, ce qui doit être tracé dans le dossier médical global du médecin tenu par le médecin généraliste, c'est la notion de valeur, de conviction personnelle. Ça, c'est assez important et c'est repris dans dans la loi sur les droits des patients. C'est de dire, on ne prend pas la question, la problématique par l'angle des choix médico-techniques, on prend le raisonnement par les valeurs, les préférences du patient, qui va être accompagné, éclairé sur sa situation médicale, qui va pouvoir émettre des souhaits pour son avenir et émettre un projet qui vont ensuite conduire à une expression de volonté et à des décisions positives ou négatives en matière de traitement. Alors, évidemment, cette démarche-là, elle ne peut pas se concevoir d'un point de vue purement protocolaire ou d'un point de vue purement administratif. C'est une démarche qui parfois est mise en place de manière stupide. L'exemple typique, c'est tiens, on va se lancer dans un projet d'accréditation. Si les gens ont un projet thérapeutique, ça va nous rapporter des points. Donc, tous les patients vont avoir un projet thérapeutique. Et donc, à l'entrée aux urgences, on fait cocher aux gens est-ce que vous voulez être réanimé ou pas. Moi, j'ai un souvenir. J'ai de très bons souvenirs de mon stage au Canada, mais là, il y en a un qui était complètement absurde. Toute personne qui se présentait, c'était déjà il y a une quinzaine d'années, mais au CHU de Montréal aux urgences, se voyait apporter une petite feuille par l'externe, donc le stagiaire médecin, qui n'est pas si expérimenté que ça quand même, et qui doit lui demander, vous venez pour un ongle incarné, moi ça m'est arrivé, madame, vous venez pour un ongle incarné, est-ce que vous voulez être réanimé? Mais je ne viens pas pour ça, docteur, j'ai un ongle incarné. Enfin voilà, le dialogue de sourds et les choses complètement absurdes quand ce n'est pas mené avec un minimum d'intelligence, mais aussi de valeurs et de repères éthiques. Et donc, évidemment, ça soulève des questions. Alors, vous savez, l'éthique, c'est quelque chose qui s'incarne, qui ne se pense pas ad nihilo, mais il y a quand même des théories de l'éthique. La plus connue, en tout cas en Belgique francophone, c'est quand même l'éthique principiale, et ça aide aussi à poser un petit peu des balises et des repères à cette discussion. Vous le savez, l'éthique principiale, c'est de considérer que pour guider le questionnement, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien faire? Eh bien, on se base en essayant d'équilibrer 4 pôles de valeurs différentes. Vous les connaissez? Non, ça, je fais ça aux étudiants, mais ils baissent la tête eux aussi. Les 4 valeurs, c'est l'autonomie. Alors ça, évidemment, se lancer dans une démarche de planification anticipée des soins et de dire c'est vous, monsieur ou madame machin, qui allez décider, évidemment, ça valorise énormément l'autonomie des patients. Mais si ce n'est pas guidé par des repères de volonté de bien faire et surtout de volonté de ne pas nuire, évidemment, ça ne sert à rien parce qu'à ce moment-là, vous vous dégagez de toute responsabilité comme soignant et vous dites, écoutez, cochez la chimiothérapie qui vous fait plaisir. D'accord. Donc, évidemment, l'autonomie du patient doit être aussi équilibrée par rapport à la compétence du professionnel de santé qui agit en voulant bien faire, en ne voulant pas nuire. Et alors, la 4e valeur de cette éthique principale, enfin de cette théorie de l'éthique, c'est la justice. Ça concerne possiblement les questions de planification anticipée des soins, mais c'est justice au sens équité. Ça s'est beaucoup posé, en tout cas pendant le Covid ou dans des situations de crise. Vous avez une place en réanimation et 2 patients à qui vous l'attribuez. Donc, une sorte de justice distributive et d'allocation des moyens. Une autre façon, je pense, d'avoir quelques valeurs, nous aussi, comme soignants, parce que finalement, notre pratique, elle est aussi animée de valeurs, et c'est une rencontre entre les valeurs du patient et les nôtres, quelque part aussi, c'est de considérer quelques principes ou quelques balises de l'éthique du care. Ça, l'éthique du care, vous savez, c'est un concept anglo-saxon. Du latin carus, la valeur, c'est considérer que l'autre a toujours une valeur et que quand on rencontre et qu'on va soigner quelqu'un, on rencontre un alter ego, un être humain dont la situation nous touche et pour lequel on veut faire quelque chose. Et donc, c'est compléter le cure en anglais, soigner, par le prendre soin, take care. D'accord, donc c'est l'aphorisme français, guérir parfois, soulager souvent, réconforter toujours. Pour la petite histoire, le concept de care, ça ne vient pas du domaine de la santé, ça a été très vite repris par les soignants, en particulier par les pionniers en matière de soins palliatifs, mais à la base, c'est un concept féministe. C'était, en gros, j'ai oublié le nom de la pionnière féministe en question, c'est pas bien, mais qui veut contrebalancer finalement la domination masculine et paternaliste par des valeurs positives attribuées aux femmes en général.
et donc elle valorise le care et théorise le care, et donc c'est assez rapidement repris par les soins. Voilà pour la petite digression. Alors on pourrait aussi citer plein d'autres théories de l'éthique. J'ai pas fait de dia sur ça parce que je ne suis pas un grand expert, mais il y a un philosophe français qui s'appelle Ricoeur, que certains d'entre vous connaissent, notamment ceux qui ont fait le certificat interuniversitaire de soins palliatifs à l'UCL. C'est intéressant, un élément est particulièrement intéressant parce que dans sa théorie, notamment des soins, lui, il insiste beaucoup sur les rapports entre les acteurs, entre le je, le tu et les il. Donc le je, c'est soi dans la situation, donc planification typée des soins, moi comme médecin, je ressens mon patient. Le tu, c'est toi comme patient, comme être humain dans ce que tu vis, dans ce que tu es qui me rencontre, et toujours en considérant les il. Et les il, c'est tous les autres, c'est les proches, les accompagnants, mais c'est aussi comme soignant ses collègues, l'autre médecin qui attend le bloc de consultation et qui râle parce que j'ai une demi-heure de retard. C'est tout le monde, mais c'est aussi le système de santé et les contraintes qui font peser sur nous, c'est les décideurs politiques, etc. Et donc c'est comment finalement, dans une situation sous contrainte, avec des acteurs qui ont des points de vue et des enjeux différents, on arrive à équilibrer tout ça. Voilà, quelques petites balises pour guider le raisonnement. Alors après, si on veut passer un peu dans le vif du sujet et comment faire en pratique, je me permets un placement produit. Je ne touche pas beaucoup d'argent pour ça, je vous rassure. Il existe un site internet qui s'appelle le Palliaguide, qui a été initié par 3 consoeurs bruxelloises qui travaillent dans le domaine des soins palliatifs. Moi, j'ai la chance d'avoir rejoint le groupe il y a 2 ans, donc vraiment, je suis un bébé du Palliaguide. L'objectif de ce site, c'est de proposer des fiches assez concrètes pour faire face et proposer des prises en charge adaptées à différents symptômes rencontrés en soins palliatifs. Donc, par exemple, comment on fait pour adapter le traitement antidiabétique dans une situation palliative, qu'est-ce qu'on fait pour les douleurs neuropathiques, etc. Et alors, l'année dernière, on s'est penché sur cette histoire d'Advanced Care Planning, de planification anticipée des soins. Oui, moi, j'ai essayé de faire en sorte que ça s'appelle planification anticipée des soins, mais vous voyez, j'ai perdu. Ça s'appelle Advanced Care Planning. Et donc, on s'est penché sur ça et on propose une méthodologie, une façon de faire. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que quand on fait la revue de la littérature sur le sujet, il n'y a pas une manière de faire, évidemment. Il y a 36 000 façons de faire cette planification, de mener ce processus réflexif autour des soins actuels et futurs. Évidemment, chaque méthodologie est adaptée au contexte légal et aux moyens du système de santé local. C'est pour ça qu'il n'y en a pas vraiment et que les méthodes et les façons de faire aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France sont différentes de celles que l'on peut faire ici, aussi parce que les possibilités légales, notamment en matière de décision de fin de vie, changent aussi en fonction des pays. Et les droits des patients, le curseur où on met l'autonomie des gens aussi, ça change en fonction des pays. Voilà donc ce qu'on propose, une espèce de petite synthèse. Donc, l'idée, c'est de proposer quelque chose de structuré avec plusieurs étapes que l'on va passer un petit peu en revue. Mais donc, à nouveau, la planification anticipée des soins, c'est un processus. C'est vraiment ça le terme qui est le plus important. C'est quelque chose qui ne s'achève jamais. C'est un processus qui est réflexif et qui vise à d'abord permettre aux patients d'identifier ses valeurs, ses préférences, et finalement d'émettre des choix, comme on le disait, en matière de soins actuels et de soins futurs. Mais pas uniquement, aussi de les partager avec ses proches. Parce que le patient, il est peut-être capable de décider au moment où vous le voyez, mais il ne sera peut-être plus à l'avenir. Et donc, le partage avec ses proches, c'est effectivement l'opportunité de choisir un représentant. C'est peut-être aussi la possibilité de préparer ses proches à ses choix et faire en sorte peut-être que ces choix soient mieux respectés. La deuxième chose, dans ce partage de l'information, c'est le partage entre soignants. Alors ça, c'est quelque chose qui est très peu organisé ici en Belgique. Il est dans d'autres pays, notamment au Canada, où il existe en fait une fiche, un dossier, où les patients qui ont une planification anticipée des soins peuvent enregistrer certaines données, notamment des données sur leur identité, la maladie grave qui les pousse à entrer dans la démarche, et les éventuelles décisions et souhaits qu'ils aimeraient faire respecter. Ce qui fait que quand le SMUR est appelé pour Madame Michou qui fait un malaise au Deleuze, alors il n'y a sans doute pas de Deleuze au Canada, mais à ce moment-là, le permanencier qui reçoit l'appel, l'identité de la patiente, la fiche apparaît. Et donc, à ce moment-là, on peut attribuer et allouer un moyen approprié au malaise qu'est en train de faire Madame Michou, qui a peut-être un cancer pancréatique métastatique. D'accord ? Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose qui va sans doute évoluer dans les années qui viennent, puisque la loi sur le droit des patients qui a été revue ouvre un petit peu la porte à la possibilité par arrêté royal de
proposer des moyens, notamment informatiques, de tracer tout ça. Donc voilà, ça c'est pour les évolutions futures. Parce que c'est très bien que le docteur Machin ait fait toute cette démarche-là à l'hôpital Intel. Si le patient il fait un malaise ou un problème, vous savez, en situation d'urgence, on est amené à l'hôpital du secteur, qui n'est pas nécessairement l'hôpital où on est soigné, etc., etc. Donc voilà. Donc l'idée pour illustrer tout ça, c'est un petit peu d'imaginer une consultation. Admettons, Madame Michou, avant qu'elle fasse son malaise au supermarché, eh bien, elle est venue vous voir. La méthode, elle est très centrée sur la profession de médecin. C'est vrai, parce que effectivement, c'est lui un petit peu qui est censé être le chef d'orchestre des soins. Cependant, il y a plein d'items ou d'étapes pour lesquelles d'autres professions sont extrêmement importantes, et ça, on y reviendra un petit peu au fur et à mesure. La première chose avant de se lancer là-dedans, c'est évidemment de demander l'accord du patient. Se confronter à ce que l'on veut, à ce qu'on ne veut pas, à ce qui va nous arriver, c'est évidemment une source d'anxiété. Et donc la motivation à faire ça, on l'a dit, c'est pas uniquement de cocher des cases pour l'accréditation ou d'alléger sa bonne conscience de médecin en disant c'est bien, j'ai fait ce qu'il faut faire, j'ai fait une planification. Donc qu'est-ce que le patient veut? Et est-ce qu'il a envie de rentrer dans ce processus-là? Ça suppose donc que ça s'anticipe suffisamment tôt dans le décours de la maladie. Évidemment, l'accord du patient ou la possibilité de solliciter son accord, ça ne se pose pas de la même manière quand on est 15 ans avant le malaise ou à l'entrée du service des urgences. Donc, introduire le propos, et vous le verrez, on propose une série de petites phrases. C'est juste pour répondre à la question, notamment de certains collègues qui sont toujours étudiants et qui se demandent comment je fais moi pour parler de ça. Et donc on propose différentes phrases. C'est pas la Bible ni le Coran, hein, on fait comme on veut. Mais l'idée, c'est une formulation positive et ouverte permet de mener à bien et en respectant la personne. Donc introduire le propos. On pourrait dire, j'aimerais vous parler de votre état de santé, de ce qui pourrait se passer à l'avenir, de comment vous voyez les choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mieux comprendre ce que vous souhaitez. Et donc, ça m'aidera à mieux faire mon travail. Donc, voilà, quelque chose comme ça. On introduit le propos et donc, on demande explicitement la permission. Ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important en termes de communication. Ne pas se contenter d'une compréhension suggérée. Vous pensez que la personne est d'accord. Ouais, ok, mais vous n'êtes pas dans sa tête, donc posez la question. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient dans toutes les méthodologies, mais aussi de communication et d'annonce de mauvaises nouvelles. On est explicite. Si ça tombe sous le sens, autant le dire. Donc, est-ce que ça vous convient? Et aussi ouvrir la porte à peut-être ne pas en parler tout de suite. Nous avons le temps, nous pouvons simplement discuter sans prendre de décision, etc. Si le patient est d'accord, à ce moment-là, ce qu'on conseille de faire d'abord, c'est d'explorer les proches et notamment la question du représentant du patient. Pourquoi? Parce que ce processus-là, je vous le présente avec différentes étapes, mais l'idée, c'est pas de faire ça de manière très scolaire en une seule consultation de 30 minutes et de faire toutes les étapes. Il y a certains patients pour qui vous ferez ça en 20 minutes. Il y en a d'autres sur lesquels vous aurez besoin d'étaler les choses, peut-être sur 15 consultations. Peu importe. Ce qui est important, c'est ce que peut faire le patient. Ça ne sert à rien de forcer les gens. S'il y a des résistances, il y a la mise en place de mécanismes de défense psychique, hein, on le sait bien, plus on force sur une défense, plus elle se renforce. C'est un mécanisme pour faire face au trauma. Plus vous mettez de trauma, plus la personne a besoin de s'en défendre, puisque vous la stressez. Donc, voilà, ça ne sert à rien de vouloir forcer la porte. La question du représentant, d'abord, essayez de soutenir le patient, parce que c'est quelque chose qui peut être culpabilisant de désigner une personne plutôt qu'une autre. Alors, ça peut être assimilé par les patients. Je préfère mon fils Jean à ma fille Louise. La question n'est pas là. La question, c'est plutôt qui parmi vos proches vous connaît le mieux. Qui parmi vos proches est le plus à l'aise peut-être avec les discussions en matière de santé. Et vous ouvrez les choses, vous ouvrez les possibles. Et vous encouragez, une fois que le patient a une petite idée de qui il veut impliquer, à ce que cette personne soit associée aux soins le plus rapidement possible. Alors, pas venir en 2 minutes dans la consultation, mais peut-être lors des consultations futures. Peut-être aussi inviter la personne à parler de ça avec son fils, sa fille, qui l'imagine. Moi, par exemple, me vient en tête une situation avec une dame. Elle voulait que son représentant, ce soit sa petite fille, parce qu'elle avait fait des études de médecine. Et, voilà. Et elle voulait simplement quelqu'un qui
soit moins dans l'émotionnel que ses enfants qui étaient très affectés par la situation. Sa petite fille l'était aussi, évidemment, mais ses enfants vraiment particulièrement. Pardon, je vais arrêter de toucher le micro, je vous promets. Et elle voulait quelqu'un qui soit capable finalement d'assurer cette traduction instantanée entre le jargon médical et sa famille dans l'émotion de ce qui se passait. Donc voilà, pour elle, c'était sa petite fille. Et donc, l'impliquer tôt et demander l'accord du représentant, évidemment, parce que vous le savez, la loi belge sur les droits des patients a un avantage certain par rapport à d'autres législations, notamment la législation française. Elle met en place une cascade de représentants légaux. Ça, c'est aussi quelque chose que vous savez certainement, mais du coup, il y a une hiérarchie. Et donc, le numéro 1 de la hiérarchie, c'est le mandataire de soins. Donc, c'est la personne qui est désignée par un mandat par le patient. Donc, c'est à ce moment-là que la personne peut désigner son mandataire. Et donc, le mandataire doit co-signer, parce qu'il doit être un peu au courant de ce qu'on attend de lui ou d'elle. Et à défaut, vous savez, c'est le conjoint qui vit habituellement avec le patient. À défaut, c'est les enfants, etc., etc. Ça évite des situations, notamment comme en France, avec l'affaire Vincent Lambert, où les parents et la conjointe s'écharpent pendant des années, épuisant tous les recours juridiques, jusqu'à, au bout de je ne sais plus combien d'années, voire de dizaines d'années, on arrête les soins d'un collègue infirmier qui avait une situation irréversible et qui, toute sa vie durant, avait dit qu'il ne voulait pas être maintenu artificiellement en vie. Mais voilà, qu'il y ait une hiérarchie, qu'on puisse désigner quelqu'un, c'est vraiment quelque chose de positif. Et il y a assez peu de personnes qui le font. Alors après, quand le patient souhaite que ce soit son conjoint, son épouse, finalement, il n'y a pas besoin de faire le papier puisque automatiquement, c'est cette personne-là. Mais ouvrir la porte, en tous les cas. La troisième étape, évidemment, c'est l'information du patient, éventuellement du représentant, si la personne est associée et est présente à ce niveau-là. On ne peut pas faire prendre de décision aux gens sans avoir une idée précise de ce qu'ils connaissent de leur situation. Donc, la première chose, c'est d'évaluer un petit peu le niveau de connaissance. Alors, on ne fait pas passer un examen, on fait ça évidemment de manière appropriée à la personne que l'on a en face de soi. Évidemment, on sait bien qu'on n'a pas la même communication quand on a un collègue soignant en face, un ingénieur, je ne vais pas faire toutes les professions qui sont difficiles à soigner, mais vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, pouvez-vous me dire ce que vous avez compris jusqu'à présent de votre situation? Avez-vous besoin d'informations complémentaires ou des choses beaucoup plus larges? Comment voyez-vous les choses pour la suite par rapport à votre état de santé? Et alors, c'est l'occasion d'identifier, on le sait à ce moment-là, les représentations justes et les représentations peut-être un peu plus à côté de la plaque et peut-être de commencer à les travailler. Aussi la question de la gravité de l'affection et des complications qui sont redoutées. Il faut avoir un discours authentique, vrai, juste, tout en restant humain, évidemment. Et donc là, ça nécessite énormément de finesse dans la communication et c'est quelque chose qui, certes, s'apprend peut-être avec l'expérience, mais aussi s'apprend éventuellement en se formant à des techniques de communication. Et ça, c'est quelque chose que l'on propose de plus en plus dans les cursus de santé, de se former à la communication, y compris en simulation, en étant filmé, avec des jeux de rôle. Et voilà, ça, c'est quand même des outils qui aident. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur l'information du patient. On ouvre la porte évidemment à ce qui se pourrait se passer. La petite phrase qu'on propose, c'est « il est possible que votre état de santé se dégrade ». Et je pense que c'est important de se préparer à cette éventualité. Ça peut être une façon de dire les choses, mais à nouveau, c'est vous qui trouverez les mots justes pour la personne qui est en face de vous. Une fois qu'on sait un peu ce que le patient sait, que l'on a remis les éléments les plus importants, alors peut-être il est temps d'explorer les valeurs, les préférences et les objectifs du patient. Bref, on a fait un constat, on sait pourquoi on est là, le patient veut s'engager dans cette démarche-là. À ce moment-là, moi, ce qui est important pour moi, c'est de comprendre ce qui compte le plus pour vous dans votre vie. Et on commence par cet angle non médical, non technique. On peut demander des choses toutes simples. Une question qui marche souvent, c'est ça, c'est qu'est-ce qui pour vous fait une bonne journée? C'est quoi une bonne journée pour vous? Alors bon, évidemment, si en face de vous, vous avez Madame Michou qui a un cancer pancréatique multimétastatique, elle aura peut-être du mal à trouver des choses très positives dans sa journée. Mais chez tout le monde, vous allez pouvoir trouver des choses positives dans la journée. C'est pas non plus complètement bisounours, mais les patients, même atteints de maladies très graves, on le sait, ils sont animés à la fois d'une pulsion de vie, d'une pulsion de mort. Il y a des choses qui cohabitent entre eux. Et donc l'idée, c'est de voir un petit peu ce qui les anime encore malgré la maladie grave éventuelle. On l'interroge sur ce qui est important pour lui ou pour elle, sur ce qui fait plaisir, sur ce qui rassure, sur ce qui inquiète. Et puis, à ce moment-là, il y a des gens qui ont déjà des idées assez précises de ce qu'ils ne veulent pas.
c'est souvent des gens qui ont été confrontés, marqués par des histoires cliniques de proches. Quand les gens, dans les 2 dernières années, ont assisté à la mort aux soins intensifs d'un proche intubé ventilé, vous pouvez être certains qu'ils vont vous dire qu'ils ne veulent pas être intubés ventilés, bien entendu. Donc voilà, comme dernièrement une dame, ben voilà, elle avait son époux avait un cancer, elle l'avait accompagné jusqu'à son décès qui avait eu lieu il y a 3 mois, et elle l'avait vu vouloir se battre avec acharnement à accepter tous les traitements, et puis quand il n'y en avait plus, à en demander. Et on sait comment sont les collègues oncologues, c'est compliqué de refuser un traitement à quelqu'un qui vous supplie d'avoir une chimiothérapie. Et, bref, son époux, en clair, était mort d'une chimiothérapie de trop, quoi. Et donc voilà, elle venait d'avoir un diagnostic et donc elle refusait absolument. Donc c'était le positionnement inverse, je refuse absolument, c'est poison. Donc voilà, comment on fait pour à la fois entendre ce que dit la personne, voir ce qu'il est possible d'éclairer un petit peu plus par rapport à des choix qui peuvent être très, très fermes et très rigides, et puis les respecter, les accompagner si c'est ce que veulent les patients aussi. À nouveau, ça sert à rien d'y aller voilà, de force. Et enfin, et uniquement à ce moment-là, on peut parler des choses un petit peu plus médicales et techniques, des soins et des traitements. On est parti des valeurs, on se réfère à l'évolution clinique du patient, à ce qu'il a déjà vécu. Par exemple, voilà, un patient atteint d'un cancer du poumon qui a déjà vécu 3 détresses respiratoires avec un passage aux urgences, bah, évidemment, il a un vécu bien particulier qui fait qu'il va choisir ou qu'il va accepter ou pas certains traitements en fonction de l'objectif que rencontrera ce traitement. L'idée, c'est évidemment de s'intéresser aux 2 versants, ce que le patient souhaite et ce qu'il ne souhaite pas, et aussi de travailler les souhaits irréalistes, parce qu'à la fois, il y a des patients qui sont très anti-acharnement thérapeutique. Vous savez, docteur, moi, je veux vraiment pas qu'on s'acharne. Bon, après, il faut comprendre ce que ça veut dire, évidemment, pour cette personne. Mais il y a aussi beaucoup de patients, dont on parle peut-être un petit peu moins, qui ont des souhaits complètement irréalistes par rapport au traitement. Où, comme médecin, on se dirait bien que surtout, on ne va pas prescrire de traitement anticancéreux. Et pourtant, cette personne tient absolument à en avoir. Donc, comment on fait pour travailler, aborder cette question-là? Voilà. Une petite parenthèse, la loi sur les droits des patients, ça confère le droit aux patients d'accepter ou de refuser un traitement, ça ne lui confère évidemment pas le droit de se prescrire un examen, un médicament ou quoi que ce soit. Enfin, quand on a fait tout ça, qu'on est bien fatigué, qu'on a la tête un peu... voilà, c'est important à la fin de chaque entretien qui a abordé cette question-là, comme peut-être tous les entretiens et toutes les consultations, de penser à faire une synthèse de la discussion. Et vous pouvez prendre l'initiative. Moi, je résumerai la discussion que l'on a eue ensemble, comme ci, comme ça, j'ai compris ça, je ferai ça. Et donc, comme ça, vous vous accordez, hein, comme un orchestre avant le concert. Vous proposez de revenir sur un point. Alors, généralement, à ce moment-là, les gens, ils vous disent qu'ils ont tout compris, qu'ils n'ont pas de questions. Et donc, surtout, ce qui est important, c'est de proposer un rendez-vous, un suivi, de laisser la porte ouverte. D'accord ? Parce que, évidemment, ils vont digérer. C'est comme après un bon repas, la digestion, ça se fait après, pas pendant. Enfin, c'est plus ou moins vrai. Je ne sais pas s'il y a notre gastro-entérologue nationaliste, non. Ouais. Donc voilà, important d'expliquer aussi que ce qui est décidé aujourd'hui, c'est valable aujourd'hui et maintenant. Et donc évidemment, ça peut se modifier. Ça peut se modifier par rapport aux discussions que peut avoir le patient avec ses proches, ça peut se modifier par rapport à son évolution clinique, ça peut se modifier aussi par rapport aux moyens thérapeutiques accessibles. Voilà. La documentation écrite, donc ça, c'est ce qui est nettement plus compliqué parce qu'il est question de traduire tout ça. L'IDINAMI vous le demande là dans l'honoraire de consultation spécifique. Donc, comment on fait pour synthétiser quelque chose d'aussi complexe que les valeurs, les préférences des patients? C'est pas un exercice simple, mais c'est utile. Ça demande du temps, mais en tant que soignant, si vous arrivez à l'écrire, voilà, ça fera peut-être naître de futures questions pour vous comme soignant, pour le patient quand vous allez le revoir. Ça vous permettra peut-être de pointer certaines ambiguïtés, ambivalences ou incohérences quand vous allez vouloir le traduire. Bref, c'est un support qui est important dans la transmission, mais c'est aussi un support qui est important dans l'élaboration et la réalisation déjà comme soignant par rapport à la procédure.
C'est aussi l'occasion de permettre au patient d'écrire lui aussi. C'est à ce moment-là qu'on peut parler des déclarations anticipées relatives au traitement dont je vous parlais un petit peu en introduction. La transmission, ça je vous en ai un petit peu parlé, c'est vraiment quelque chose qui est un enjeu. Alors, il y a certains hôpitaux qui envoient dans le réseau de santé wallon sous l'onglet soins palliatifs ou même projets thérapeutiques, je l'ai vu une fois, des écrits. Alors, c'est soit les écrits des médecins, des consultations souhaits de fin de vie, soit des écrits des patients. Donc, pour quelques patients, dans le réseau de santé wallon, on a eu la bonne idée de mettre les déclarations anticipées des patients, mais c'est pas encore fort rare. Espérons que ça change. Alors, qu'est-ce que ça demande de faire tout ça? Vous l'avez compris, ça demande d'avoir et de prendre énormément de temps. C'est pour ça que c'est assez illusoire de penser faire ça sur un coin de table en un quart d'heure ou même une demi-heure. C'est quelque chose que l'on construit, que l'on initie avec le patient vraiment sur la durée. C'est pour ça que plus on s'y prend tard, plus on est pris par le temps et donc moins on a cette ressource qui peut être la matière première fondamentale pour cette démarche-là. Tenir compte de la charge émotionnelle, évidemment, ça tombe sous le sens de la charge émotionnelle de la personne en face de vous, mais il y a aussi la charge émotionnelle de la personne qui l'accompagne, de ses proches, et puis la vôtre. De parler de la mort de quelqu'un, que ce soit conscient ou pas conscient, ça renvoie forcément à sa propre mort. Il y a des patients qui nous touchent plus ou moins, mais évidemment que ça peut faire écho à des choses que l'on redoute ou des choses qui nous sont arrivées. C'est important d'en tenir compte parce que c'est l'adage connais-toi toi-même. C'est en connaissant nos cordes sensibles, on peut adapter mieux sa communication et écouter mieux peut-être l'autre sans être trop biaisé par nos propres biais cognitifs et nos propres émotions. L'idée, c'est pas de les mettre de côté, c'est d'en prendre conscience. La singularité, ça tombe sous le sens, poursuivre la démarche et travailler en équipe. C'est là peut-être qu'il faut dire un mot sur les différentes étapes. Il y a des étapes qui sont très médicales. Explorer les traitements possibles d'un adénocarcinome entérique, évidemment que c'est un travail du gastro-entérologue ou de l'oncologue, bien entendu. Mais faire une synthèse des informations, explorer l'accord du patient ou la volonté du patient de s'engager dans la démarche, soutenir la personne tout au long de la démarche ou après les rendez-vous auprès du médecin traitant, spécialiste ou généraliste. Ça, c'est quelque chose qui implique évidemment tous les soignants. Alors évidemment, quand les gens ont peur et qu'ils pleurent un peu, on appelle le ou la psychologue assez vite, et certainement que c'est très important d'avoir ce support-là. Cependant, ce soutien humain dans cette projection et cette réflexion par rapport à l'avenir qui va se terminer par la mort forcément à un moment, que ce soit accompagné, teinté, enrichi par le contact humain et la bienveillance de tous les soignants, évidemment que c'est extrêmement important. C'est aussi extrêmement important parce qu'on le sait tous, les patients ils ne disent pas la même chose au médecin qu'à la psychologue, qu'à l'aide-soignante, qu'à l'infirmier. Et donc, il y a beaucoup de questions ou d'incompréhensions qui nous reviendront comme médecins par d'autres soignants et pas par le patient. Nombre de patients qui disent oui, j'ai compris et qui n'ont pas compris grand-chose et qui vont poser les questions aux soignants, ça c'est évidemment quelque chose que l'on pratique tous les jours, c'est normal. Personne n'a envie d'avoir l'air bête vis-à-vis de quelqu'un que l'on estime ou dont on attend quelque chose, évidemment. Donc voilà, ça c'est quelque chose à avoir en tête. Travailler en équipe dans cette démarche-là, c'est évidemment essentiel. Alors, quel bénéfice attendu? Vous verrez, c'est assez visuel. Ça, c'est le bénéfice, ça, c'est les risques. Donc, il faut le faire. Plus sérieusement, évidemment, les bénéfices, on n'a sans doute pas tous ces bénéfices pour tous les patients. C'est un peu illusoire ou trop optimiste comme idée. Mais pour le patient, déjà, avoir comme objectif une meilleure compréhension de son état de santé, c'est déjà un objectif énorme. Il y a extrêmement peu de patients, en tout cas, j'en vois quasiment jamais. Pourtant, des patients en phase avancée de cancer, j'en vois beaucoup. Il y a quasiment personne qui est dans le déni. Voilà, ça, il faut sauter un peu ça de la tête. Le vrai déni, c'est je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Pourquoi je vois un oncologue, j'en sais rien, je ne suis pas malade. Voilà, du vrai déni, c'est exceptionnel. Par contre, d'autres mécanismes de défense qui peuvent entraver la bonne compréhension, comme l'évitement, ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement courant. Ça, c'est quelque chose qu'il faut explorer. L'évitement, c'est mettre un peu les choses sous le tapis. Plus ou moins, vous mettez la poussière sous le tapis il se déforme de manière plus ou moins importante, mais voilà, ça c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent.
L'occasion de réfléchir à la fin de vie aux possibilités de parler de ses valeurs et de ses souhaits. Il y a beaucoup de patients qui, en fait, veulent en parler, mais ne trouvent pas l'espace. Vous n'allez pas parler de quelque chose qui déjà vous stresse si vous sentez votre médecin tout stressé en face de vous, évidemment. Donc, voilà. Cette occasion-là, c'est de libérer un peu la parole par rapport à ça. Et alors, évidemment, d'avoir en face de soi un professionnel de soins, que ce soit le médecin, que ce soit quelqu'un d'autre, qui prend tout ce temps pour parler de ce qu'on est comme être humain, finalement, les valeurs, les préférences, tout ça, bah, évidemment que ça donne le sentiment d'être écouté, d'être respecté. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'au-delà de ça, c'est ce qui nous permet à tous de construire une relation thérapeutique de qualité, évidemment. Et c'est ça qui permet aussi tous les autres soins. Voilà, plus grande satisfaction à l'égard des soins, etc., etc. Pour les proches, bah, évidemment, l'avantage essentiel, c'est d'alléger un petit peu le fardeau décisionnel. Enfin voilà, ça ne m'est pas arrivé, mais ça m'est arrivé d'être à côté d'un médecin qui faisait ça quand j'étais étudiant. Bah, à 3 heures du matin, réveiller le fils de Madame Machin, qui est quasiment morte, et de lui demander est-ce que on doit réanimer votre maman ou pas. Enfin, comment peut-on imaginer que les gens puissent répondre? Et pourtant, il faut sans doute le faire, il faut sans doute ouvrir, il faut sans doute trouver un moyen, mais c'est mission impossible, quoi. Enfin, voilà, vous sidérez la personne par une information traumatisante et ensuite vous lui demandez de réfléchir. Voilà. C'est aussi la possibilité de réduire les conflits intrafamiliaux parce que, bah, évidemment, quand il y est question de prendre une décision grave, vous allez avoir autant d'avis qu'il y a d'acteurs, plus ou moins éloignés. Et donc, si vous pouvez vous référer comme soignant à une volonté supérieure qui est la volonté de la personne, bah, déjà, ça désamorce beaucoup le ballon du conflit. Pour l'équipe soignante, ben, le principal avantage, c'est de pouvoir mettre un surplus de sens aux soins que l'on fait. Or, finalement, ce qui est peut-être le plus important quand on se lève le matin, c'est que ça ait du sens ce qu'on va faire. Et donc, si on peut enrichir ces soins, d'avoir la conviction que ça a du sens par rapport aux volontés de la personne, qu'on fait quelque chose pour cette personne, bah, évidemment que c'est motivant, cette congruence finalement entre les soins que l'on fait et les attentes de la personne. Mais tout ça, ça donne du sens. Et puis on se fait moins crier dessus, ce qui est toujours bon à prendre. Et puis bon, pour le système de santé, ça, je passe, c'est censé éviter des soins inutiles. Voilà, c'est certainement pas pour ça qu'il faut s'engager dans la dépense, mais bien entendu que on voit, enfin voilà, dans mon travail au CHU, je vois des patients qui sont maintenus en réanimation avec un prix de journée qui est astronomique, dans des situations qui sont clairement, enfin les carottes sont cuites, quoi. Voilà, il y a aucun bénéfice, il y a même un effet négatif sur la qualité de vie des patients à être maintenus aux soins intensifs, et pourtant on continue à le faire. Alors, les risques et les inconvénients. Alors, on n'en a pas listé beaucoup. On ne voulait pas vous décourager de le faire. Mais évidemment, même si le patient vous a manifesté son accord, il est bien certain que ça peut provoquer un stress assez important. Et dans certains articles de la littérature, on parle de stress inutile auprès des patients. Parce que quand on étudie, en fait, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de faire cette planification anticipée des soins? Eh bien, il y a différentes études aux États-Unis, comme d'habitude, qui ont exploré ça. Et les résultats sont pas si nets que ça. Vous trouvez des études qui disent « Ah, c'est super, c'est extra, les gens, ils ont la fin de vie qu'ils veulent, il faut faire absolument ça. » Et puis vous avez des études qui disent exactement l'inverse. Ça ne change rien. De toute manière, l'urgentiste, à 2 heures du matin, il fait ce qu'il veut. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Alors après, peut-être que pour nuancer un peu ce côté assez dichotomique, enfin, assez tranché des études sur le sujet, c'est peut-être de dire tout dépend de la manière dont on le fait. Si ça a été fait par le stagiaire médecin sur un coin de table, évidemment que ce ne sera pas respecté parce que ça n'a pas de sens, ça ne s'ancre pas dans la réalité et dans l'être humain qui a besoin de soins à ce moment-là. Donc peut-être qu'on peut dépasser cette inutilité par quelque chose qui se construit et qui est correctement tracé. Voilà. L'inconfort pour le médecin, ça c'est listé dans la littérature, ça nous fait un peu stresser, mais bon. Voilà. Et donc, pour incarner tout ça un peu plus concrètement, j'ai le plaisir de céder la parole au docteur Gididi. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas vous souhaiter une deuxième fois la bienvenue. Je vais aussi passer mon temps à tabasser le micro, je le sens. Alors, Charles-Henri vous a exposé magistralement les principes théoriques et idéaux qui sous-tendent cette démarche. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 80 ans du débarquement en Normandie, et pour rester dans les analogies militaires, je vous dirais que
aucun plan, aussi minutieusement élaboré soit-il, ne résiste à plus de 5 minutes de contact avec l'ennemi. Autrement dit, la théorie c'est bien, la pratique c'est une autre paire de manches. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce qui peut venir apparaître comme autant d'écueils dans cette planification anticipée des soins. Gardons le terme français, hein, voilà, sans chauvinisme aucun. Pas tellement pour vous décourager de le faire, mais plutôt pour vous encourager à le faire encore mieux et à anticiper les choses pour ne pas vous laisser piéger, distraire ou enfermer dans des problématiques ancillaires qui risqueraient de priver le patient finalement de la prise en main de son destin. Alors, j'ai choisi l'image du cristal pour illustrer mes propos parce que j'aime beaucoup cette idée d'une cristallisation, qui est un processus relativement lent, qui dépend de différents facteurs, donc qui est pas le même à chaque fois et qui dépend des agents en cause, bien sûr, mais aussi de la pression et du temps. C'est un processus qui doit s'inscrire dans la durée. Et ça, Charles-Henri l'a très bien dit, et le terme processus est tout à fait adéquat. La planification anticipée des soins, c'est quelque chose qui doit être sans cesse remis sur le métier. C'est un ouvrage qui n'est terminé. Charles-Henri a dit qu'au moment du décès du patient, moi je dirais même après, parce qu'il m'arrive régulièrement, quand j'ai aidé un patient pour son euthanasie, de revoir l'entourage, de revoir la famille, de revoir les proches, parfois les membres de l'équipe soignante, pour débriefer. Même ça, je pense que ça peut être très porteur aussi, parce que après l'acte, jusqu'à l'acte et au moment de l'acte, il y a une espèce d'emballement émotionnel qui porte un petit peu tous les acteurs. Une fois que la pression retombe, à froid, il y a aussi de la matière à travailler. Alors, on va peut-être commencer par quelques écueils, et puis après, on prendra un exemple concret, pas tellement mais plus pour voir comment est-ce qu'en pratique, tous ces échevaux peuvent s'entremêler, et à quel point ça peut être en pratique un vrai casse-tête. Alors, moi je suis neurologue, vous le savez, et on est amené régulièrement à soigner des patients qui présentent des difficultés exécutives, des troubles du comportement, parfois un retard mental, ou des troubles mnésiques, tout autant de situations de troubles cognitifs qui font que on peut être amené à se poser la question de le patient est-il consultable? Est-il un acteur 100% fiable qu'on va pouvoir consulter, sur lequel on va s'appuyer? Et si oui, l'est-il tout le temps? Dans quelles circonstances? Pendant combien de temps? Et enfin, il l'était jadis, l'est-il encore? Parce que, de nouveau, on s'inscrit dans la durée. Ensuite, quel type de troubles cognitifs? Tout ça, c'est une discussion relativement complexe. Et pour ça, justement, et Charles-Henri l'a très bien dit aussi, le médecin qui finalement passe assez peu de temps avec le patient, même s'il lui consacre une consultation d'1 heure, ou s'il le voit un peu tous les jours à l'hôpital, il a besoin des personnes qui sont le plus intimement en contact avec le patient, les paramédicaux, le nursing. Moi, je suis toujours fasciné par cette espèce d'intimité pudique qui se crée pendant la toilette, par exemple. Quand un infirmier ou une infirmière va faire la toilette du patient, il se dit là des choses, alors que la personne est dans un état de vulnérabilité absolue. Il se dit des choses là qui ne se disent pas à d'autres moments. Donc, tous ces intervenants-là vont pouvoir vous dire, oui, mais on dit qu'il est confus, etc. Mais il m'a quand même parlé de ci, de ça. Il m'a reparlé de ça. Moi, je pense qu'il a quand même compris parce qu'il m'a dit ça. Et tous ces éléments-là vont vous aider à brosser un tableau bien plus précis que celui que vous pourriez avoir en tête après avoir parlé quelques minutes avec le patient. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que le patient, quand il est devant le médecin, en général, il donne tout. Parce que mais d'habitude, le docteur, il est beaucoup plus confus, ou il ne se rappelle pas de ci ou de ça. Là, il fait un effort parce que c'est vous. Et justement, le fait d'avoir aussi les échos des autres intervenants, ça permet de préciser le tableau. C'est un petit peu pareil pour les troubles psychiatriques. On sait que l'anxiété, la dépression, les troubles de la personnalité, les addictions éventuelles peuvent aussi fausser le tableau. Et
typiquement, un patient qui consomme, il va pas être le même tout le temps. Est-ce qu'il est en manque? Est-ce qu'il est chargé? Est-ce qu'il est un peu entre les deux? Donc, son état va fluctuer et peut-être ses souhaits ou sa volition aussi. Et c'est important d'avoir des informations complètes de la part de son entourage, mais aussi des soignants qui s'occupent de lui. À l'extrême, on peut avoir des patients qui présentent des troubles de la conscience. Ils sont peut-être dans le coma, auquel cas, on est bien content s'ils ont fait une déclaration anticipée, mais souvent, c'est pas le cas. Donc là, on ne sait pas, le patient ne sait pas s'exprimer, il est incapable de répondre à vos sollicitations. Excusez-moi. Il peut être dans un état un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il est parfois lucide, parfois conscient, mais pas tout le temps, et donc il faut saisir l'opportunité de s'entretenir avec lui. Mais bon, le patient qui émerge un petit peu, on va pas tout de suite lui dire « Et quoi, mon vieux, vous réanime ?» ou il a peut-être pas envie spécialement de ça, et quand il est bien, il a peut-être envie de profiter de ses proches ou n'importe quoi d'autre que de vos horribles questions qui lui rappellent sa fin dernière. Alors, il y a aussi des problèmes physiques qui peuvent survenir et compliquer la prise en soin et la concrétisation pratique du projet. Parce que vous imaginez bien quelqu'un, par exemple, qui a des troubles de déglutition, vous n'allez pas pouvoir lui proposer le même éventail de traitement ou de prise en soin que quelqu'un qui n'a pas ce problème-là. Il y a beaucoup de médications qui n'existent que sous certaines galéniques. Par exemple, les Parkinsoniens, quand ils ne savent plus déglutir, et si jamais ils n'ont pas de sonde de gastrostomie, par exemple, on est bien embêté pour leur traitement. Alors oui, on peut mettre une sonde nasogastrique, mais est-ce que c'est opportun ou pas? Tout ça amène des problématiques supplémentaires qu'il faut savoir discuter. Un petit peu en écho à ce dont je discutais précédemment, beaucoup de patients en neurologie, et même pas que en neurologie, mais de patients malades, tout simplement, présentent des troubles du langage. Et quand le patient présente des troubles arthriques, on peut relativement facilement arriver à un modus operandi pour communiquer, mais parfois, on n'est même pas sûr que le patient a compris. S'il est aphasique, il vous raconte n'importe quoi, du charabia. Est-ce qu'il a compris? C'est possible. Parfois, ça a l'air. Parfois, on ne sait pas. C'est toujours difficile à déterminer. Et là aussi, la multiplication des observations va permettre d'approcher petit à petit, par petites touches, la réalité du malade et aussi apprendre à le comprendre. De la même façon, certains patients peuvent présenter des troubles neurosensoriels. Ils peuvent avoir une vision perturbée, ils peuvent avoir une audition perturbée, ils peuvent avoir une altération du champ visuel, une héminégligence, toutes sortes de situations qui vont limiter d'une part leur perception de la réalité et de ce que vous allez leur présenter comme discours, comme matériel écrit, mais aussi ils vont avoir une carence pour tout ce qui est la mise en place de leur l'affirmation de leurs souhaits. C'est-à-dire que Charles-Henri l'a dit, ça doit être signé. Le gars, il sait plus écrire. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de procuration. Est-ce que quelqu'un peut signer pour lui? Qui? Tout ça amène des questionnements relativement complexes et on est bien content dans ces moments-là de pouvoir prendre le temps. Et donc, anticiper, c'est vraiment bien et on y reviendra plus tard, mais il faut vraiment se lever tôt, mettre ses bottes et dès le début, commencer à en discuter. Peut-être pas pour le traitement d'un ongle incarné, mais s'il y a quelque chose de sérieux qui se profile à l'horizon, il faut pas hésiter à poser ce genre de questions avec tout le tact, toute la pudeur et toute l'approche nécessaire, mais ces questions qui fâchent, qui en fait ne fâchent pas grand monde, doivent être abordées, je pense, assez tôt. Donc ça, j'y viens aussi. Là, il y a des troubles moteurs, des troubles qui peuvent aussi, pour des raisons purement physiques, empêcher le patient d'interagir avec son environnement. Et parfois, le patient ne peut pas recevoir des soins ou les soins qu'il souhaitait recevoir ou qu'on lui propose ne sont pas possibles parce que le patient ne sait plus se déplacer, bêtement ça. Moi, j'ai une patiente, elle a besoin d'un traitement particulier pour, par exemple, je sais pas moi, ses yeux, on peut pas l'accueillir dans tel hôpital parce que pour tel examen, parce que ça se met pas avec son brancard, etc. C'est techniquement pas possible. Donc tout ça va aussi limiter l'accessibilité aux soins du patient. Donc ça doit être pris en compte dans la réflexion. Et
Évidemment que quand on envisage le projet au départ, ces contraintes-là ne sont peut-être pas présentes. Donc, de nouveau, c'est quelque chose qu'il faut savoir redessiner et rediscuter. On ne sait pas tout prévoir à l'avance. Donc, l'idée est plus d'avoir, comme dit Charles-Henri, de ne pas prendre le problème à l'envers et d'avoir le recueil des valeurs, des grands principes, de l'esprit du projet du patient pour pouvoir, avec lui et avec ses représentants, l'adapter au mieux en fonction des circonstances. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire. Et enfin, on en a beaucoup parlé jusqu'ici, mais je pense que c'est très important aussi, l'entourage du patient n'est pas neutre. Un entourage même bienveillant, qui est dans une démarche positive, qui soutient le patient, va également l'influencer. Et le patient lui-même, ses décisions, ses prises de position, ses prises de parole ne vont pas être totalement déconnectées de celles de son entourage. On a beaucoup de patients qui vont vous dire moi je voudrais ça, mais je sais que mon fils, par exemple, ne comprendra pas. Ou ma fille ne me pardonnera jamais si je ne fais pas ma chimiothérapie. Ou je reste en vie pour mes enfants, parce qu'ils ne voudraient pas que j'abandonne. Et donc, même sans rien faire, l'entourage influence par sa seule présence en tant qu'effecteur passif, en tant qu'être humain. Il y a déjà une relation qui se crée. Et donc, il faut savoir aussi investiguer ça et pouvoir éventuellement le déconstruire. Si on voit vraiment que le patient est en souffrance par rapport à, il y a une espèce de déchirement interne dans ce qu'il ferait dans l'idéal, mais ce qu'il s'empêche aussi de faire, peut-être aussi redéballer ça et peut-être même en discuter avec l'entourage pour vraiment arriver à quelque chose de plus apaisé. Parce que souvent, beaucoup de problèmes de communication ou de planification comme ça découlent aussi du fait que on pense à la place des uns des autres. Lui, il pense que je vais penser ça, moi je pense que lui va penser ça, et plus on y pense, plus c'est compliqué. Alors qu'en fait, si on se met bien en face et qu'on discute entre quatre yeux, parfois simplement il y a moyen de trouver un chemin peut-être auquel on n'avait aucun des deux pensé et qui permet peut-être de transcender les aspirations de chacun. Donc voilà un petit peu tous les écueils que j'ai pu relever. Il y en a certainement bien d'autres et on pourra peut-être en discuter plus tard. Mais ceci plutôt pour vous inciter à bien réfléchir cette démarche et surtout à ne pas vous décourager si elle rencontre quelques turbulences. Après tout, c'est peut-être bien de ne pas avoir tout prévu et de laisser la place à la souplesse dans un projet tel que celui-là. Et le patient, dernière chose aussi, peut évidemment changer d'avis. Le discours d'un homme en bonne santé, je dis un homme au sens humain du terme, n'est pas le discours d'une personne malade. Moi, j'ai vu des patients, j'ai connu des membres de ma famille qui ont dit, moi, si j'ai une maladie, un cancer typiquement, je me soigne pas, je fais pas de chimio, je fais le tour du monde, je claque tout, et puis hop, je pars dans un claquement de porte. Et puis quand ils sont malades, on fait sa chimio, on fait la deuxième ligne de chimio, on participe à des essais cliniques, etc. Parce que c'est un processus psychique qui a été largement étudié, mais les personnes malades sont prêtes à échanger pas mal de qualité de vie en échange de survie. La mentalité change. Et les raisons qui font qu'on aime la vie ou qu'on s'y accroche, et ça Charles-Henri l'a évoqué aussi, il faudra renvoyer le type qui a positionné le micro, j'espère que c'est pas vous. Mais voilà. Moi, monsieur le directeur, il faut pas le garder, ce gars. Donc, ce discours peut être amené à changer et les priorités changent. Quand vous êtes en bonne santé, vous aimez peut-être voyager, aller au cours de cuisine, je sais pas moi, faire du yoga, jardiner, même si on n'a pas été gâté par le temps ces semaines-ci. Quand vous êtes malade, ça peut être boire votre petit coca épaissi sur votre terrasse parce qu'il y a un rayon de soleil. Ça peut être ça qui fait toute votre journée. Ça peut être votre chat qui vient sur vos genoux ronronner. Ce qui fait que la vie a de la valeur est différent pour chacun d'entre nous, mais est aussi différent d'un moment à l'autre. Donc ça, c'est aussi quelque chose, et je trouve que c'est très vrai ce que tu as dit, il faut chercher à savoir ce qui fait la journée du patient. Il y a toujours du positif, toujours. Même les
patients les plus anxieux, les plus pessimistes, les esprits les plus chagrins que vous pouvez trouver, et Dieu sait qu'il y en a, il y a quand même des choses qu'ils apprécient. Et même les personnes qui demandent concrètement à être euthanasiées, il y a encore des choses qui leur font plaisir. Il ne faut pas imaginer qu'ils veulent tirer leur référence parce qu'ils n'en tirent absolument plus aucun plaisir de l'existence. Et ça ne doit pas être quelque chose qu'ils doivent chercher à démontrer. Au contraire, tant mieux si jusqu'au bout, il y a des choses qu'ils apprécient. Alors, pour illustrer un petit peu toute cette complexité, sans entrer dans des détails byzantins, je vais vous illustrer un cas clinique qu'on a eu relativement récemment. Ceux qui travaillent avec moi au Péri en ont certainement entendu parler. Donc, c'est une dame qui a mon âge, elle a 39 ans, et elle souffre de la maladie de Huntington. C'est une maladie qui était génétiquement prouvée. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la maladie de Huntington, c'est une maladie neurodégénérative assez terrible au cours de laquelle les personnes vont présenter des troubles du comportement, vont présenter des troubles de la coordination, de la déglutition, des mouvements anormaux et vont perdre peu à peu leur autonomie en l'espace de, on va dire, une grosse dizaine d'années pour les cas les plus sévères. Et cette dame, donc, elle a été dépistée il y a 10 ans, elle n'était pas malade à ce moment-là, elle a fait les démarches du testing parce que sa maman souffrait de la maladie de Huntington, elle se demandait si elle était porteuse ou pas, oui. Malheureusement, à ce moment-là, elle avait déjà une fille de 2 ans, donc ça, elle n'a pas pu faire prendre ses précautions pour un diagnostic préimplantatoire. Et au moment où je la reçois, je la vois pour la première fois, elle est malade depuis à peu près 3 ans. Alors, c'est une patiente qui nous est référée directement depuis un hôpital psychiatrique très lointain, qui se trouve dans le Hainaut. On n'a jamais eu de contact avec eux. Et c'est une patiente qui souffre de troubles de la personnalité de longue date, avec une structure plutôt état limite, borderline. C'est une dame qui a une histoire de vie compliquée, avec plusieurs tentatives de suicide, des épisodes un peu dépressifs. Elle a été victime de violences conjugales, donc c'est vraiment une patiente assez à la personnalité compliquée. Et donc elle est divorcée, elle a une fille de 12 ans, donc on ne connaît pas le statut génétique puisque c'est un enfant qui est né de manière tout à fait naturelle et spontanée. Il n'y a pas eu de diagnostic préimplantatoire ou quoi. Et au moment où je la reçois, donc elle a des symptômes modérés, elle est physiquement tout à fait valide, elle est capable de se laver, elle sait faire à manger, elle a encore quelques petits loisirs, mais elle est extrêmement anxieuse. Elle est très mal dans sa peau, elle est vraiment en souffrance, en détresse psychologique, et elle a quand même des troubles exécutifs assez marqués. Les troubles exécutifs, implique les fonctions les plus élaborées de notre système nerveux. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est la planification, c'est l'inhibition, c'est le maintien de l'attention, c'est tout ce qui va nous aider à mobiliser nos capacités instrumentales dans un but précis. Donc la planification, l'intentionnalité, la motivation, l'inhibition, etc. Donc toutes ces capacités parmi les plus subtiles de notre système nerveux. Et ça demande d'emblée, c'est docteur, je n'en peux plus, euthanasiez-moi. Cache. Première fois que je la vois, je ne la vois pas depuis 2 minutes qu'elle me demandait déjà de l'euthanasier. Donc, bonjour. Voilà. Ça, c'est le terrain. Parfois, c'est le patient qui vient avec son étendard. Alors, évidemment, c'est une patiente, je l'ai dit, elle a des troubles de la personnalité, elle est très, comme beaucoup de patients borderline, elle est très clivante, elle est un peu manipulatrice, elle dit certaines choses à certains membres de l'équipe, certaines choses à d'autres, elle cloisonne beaucoup l'information et elle est obsédée par l'idée d'être bien vue, d'être dans les petits papiers de tout le monde, et elle se soucie beaucoup de qui a dit quoi sur elle, etc. Et elle a un peu une vérité pour chacun, elle a besoin de beaucoup d'attention et elle essaye toujours, comme beaucoup de personnes, état limite, elle essaie d'instiller une espèce d'état d'urgence émotionnelle comme ça en disant j'en peux plus, aidez-moi, un peu dramatique comme ça. Et donc, c'est une patiente un petit peu interpellante qui amène pas mal de questionnements pour l'équipe, puisque avec cette demande d'euthanasie, on se dit mais finalement, est-ce que cette demande est recevable?
est-ce que cette demande est sincère? Parce que certains membres de l'équipe avaient au départ le sentiment que la patiente pouvait éventuellement instrumentaliser cette demande un petit peu comme un étendard pour obtenir de l'attention ou des gratifications de son entourage, parce qu'elle a tout un réseau d'amis aussi qui gravitent un petit peu autour d'elle et qui, un petit peu comme le roi soleil, qu'elle convoque, qu'elle bannit en fonction un petit peu de ses humeurs et des gratifications que ces personnes peuvent lui apporter. Et est-ce que cette demande est vraiment lucide et réfléchie? Parce que elle a quand même de gros troubles de la personnalité, des exécutives, elle a des troubles cognitifs, elle a une maladie neurologique. Est-ce que tout ça est bien fondé? Est-ce qu'on peut vraiment aller plus loin? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Donc, on lui expliquait que on entendait sa demande, qu'on allait l'évaluer, que ça prendrait du temps, qu'on allait aussi adapter son traitement pour diminuer son anxiété, pour voir si son mal-être diminuerait, si elle pourrait éventuellement trouver une forme d'apaisement par rapport à ça. Mais en même temps, ce qui, elle, lui posait problème, c'était, et qui était vraiment une grande cause de souffrance, c'était d'abord l'annonce de la maladie et du diagnostic et de ce qu'il impliquait envers sa fille, mais aussi le fait de ne pas pouvoir jouer son rôle de mère comme elle l'estimait nécessaire, parce que sa mère, à elle, a été malade très tôt dans son histoire, donc elle n'a pas eu une mère présente, etc. Et donc, ce vécu-là, mais elle n'a pas envie de le reporter sur sa fille, et donc elle dit, moi j'étais horrifiée de voir ma mère décliner comme ça, etc. En plus, elle s'est pas beaucoup occupée de moi, mais ça à la limite c'est pas encore trop grave, c'était plus le fait que je voyais ma maman que j'aimais comme une mère, quoi, décliner, et moi j'étais dans une impuissance totale, j'ai vraiment pas envie d'imposer ça à ma fille. C'était un peu son discours. Et alors, elle a été suivie, elle a accepté d'être suivie au péri, on l'a gardée hospitalisée. Elle a été suivie par notre psychiatre, par un psychologue, par tous les paramédicaux. Et petit à petit, on a réussi à créer autour d'elle une espèce de cadre un petit peu capable d'absorber un petit peu ces élans émotionnels et de filtrer un petit peu les fluences de son anxiété. Et petit à petit, elle s'est apaisée, elle était plus calme. Ses troubles du comportement, ils étaient toujours présents, hein, sa personnalité n'a pas disparu, elle avait toujours des troubles cognitifs, mais elle était beaucoup plus maîtresse d'elle-même, et petit à petit, on a pris aussi évidemment, comme le prévoit la loi, l'avis d'autres confrères, etc. Et petit à petit, on a pu avancer dans sa démarche d'euthanasie, et là, elle a commencé à vraiment se projeter de manière très concrète, en disant, je vais inviter tel, je vais faire ci, comme ça, etc. Et petit à petit, on a réussi à démêler un petit peu tout cet écheveau, et à lui proposer un projet de vie, plutôt de fin de vie, qui était acceptable, valable pour elle. On a aussi pris le temps d'approcher sa fille, de la rencontrer, de discuter avec elle, de lui expliquer, de s'assurer qu'elle comprenait. Elle avait aussi elle-même un suivi psychologique. Et tout ça, petit à petit, a amené à la concrétisation de sa demande. Dans une patiente qui était effectivement euthanasiée. Et ça s'est extrêmement bien passé. Et alors que, tant pour la patiente que pour l'équipe et pour la famille de la patiente, même sa fille, qu'on a revue après d'ailleurs. Et finalement, je trouvais que c'était très bien parce que quand cette patiente est arrivée, l'équipe était très divergente. Beaucoup avaient l'impression que c'était qu'il fallait pas le faire, que c'était trop compliqué ou que c'était pas une demande qui était entre guillemets valable. Et à la fin, tout le monde avait le sentiment qu'on avait fait ce qu'il fallait. Et ça, je trouve que c'est bien parce que quand on prend le temps, on arrive à une prise en soin qui n'est pas celle que les uns et les autres avaient imaginée, mais qui est finalement meilleure. Mais pour ça, il faut vraiment une relation de confiance entre les soignants et le patient, mais aussi entre les soignants eux-mêmes, parce que il faut qu'on puisse entendre ce que les uns et les autres ont à dire, et tout le monde doit pouvoir dire son fait, exprimer ses doutes, ses craintes, parce que c'est aussi un projet qui implique, et ici on prend le cas d'une euthanasie, c'est un cas un petit peu particulier de la planification anticipée des soins, mais l'euthanasie c'est une forme de soin, hein. C'est une forme c'est prendre soin jusqu'au bout, c'est un acte, pour moi c'est un acte thérapeutique, et ça permet aux patients de remettre de la vie là où il n'y en a plus finalement.
paradoxalement, par cet acte qu'on pourrait penser un acte de mort, en fait, c'est un acte plutôt de vie, parce que ça leur permet de reprendre le contrôle sur quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas du tout, c'est-à-dire leur maladie. Ils sont totalement démunis, impuissants, passifs, et là, ça s'inverse. C'est eux qui ont les leviers, les commandes, et certains patients font même des démarches, et ils ont leur demande est voilà, prise en compte, acceptée de ça, mais ils ne la concrétisent pas, mais rien que le fait d'avoir ce siège éjectable, ce contrôle, savoir que c'est eux qui ont les cartes en main, ça les apaise, et parfois ils ne mettent jamais en pratique cette demande d'euthanasie, parce que rien que le fait de savoir que c'est possible, et que quand le moment sera venu, ils n'ont qu'à le dire ou à le faire comprendre, ou même s'ils ne sont plus capables, ils savent que l'équipe leur demandera, rien que ça suffit souvent à les apaiser. Alors, on a parlé du mandataire et de la personne de confiance, etc. C'est souvent la personne de l'aidant proche qui revêt ce rôle. Et les aidants proches, moi, c'est un sujet sur lequel je pourrais discourir longtemps, parce que c'est un petit peu le Diojanus, quoi. Hein. Il y a deux visages à l'aidant proche, et on va détailler un petit peu pourquoi. Et je l'ai intitulé ce sous-chapitre « Un cristal à tailler », parce que l'aidant proche brut, c'est bien, mais l'aidant proche poli et taillé, c'est un outil extraordinaire. L'aidant proche, il passe beaucoup de temps avec le malade, par définition. Il a une relation unique et puissante avec le patient, ça c'est très bien, mais vous n'êtes pas sans savoir que c'est les personnes dont on est le plus proche, avec qui on se dispute le plus, et ce sont les personnes qui nous sont le plus chères, qui nous énervent le plus facilement. Donc, la relation est parfois un petit peu électrique, et j'ajouterais que nul n'est prophète en son pays. Quand l'aidant proche donne des consignes à l'aider, qui est parfois son conjoint, son père, son frère, souvent il se fait envoyer à la gare, parce que moi-même qui suis neurologue, quand je dis à ma femme ce qu'elle doit faire pour ses migraines, elle ne m'écoute pas toujours. Hein. Pourtant, voilà. Il y a des gens qui attendent 1 an pour me voir en consultation. Que voulez-vous? Donc, il faut le savoir, et savoir aussi que l'aidant proche, c'est une ressource, mais c'est pas non plus. Il a accès facilement aux malades, etc., mais on ne peut pas lui demander non plus des choses qu'il ne peut pas fournir. L'aidant proche a une connaissance intime et profonde du malade. Il connaît la vie, l'histoire, les valeurs du patient, ou en tout cas, il pense les connaître, parce qu'il connaissait le patient en bonne santé. Mais une fois que la personne devient malade ou qu'il y a des problèmes de santé, ses valeurs peuvent changer, ses choix aussi. Et donc, parfois, ou quand le patient ne sait plus s'exprimer, par bienveillance, et comme il est un petit peu son avocat, l'aidant proche peut avoir tendance, directement, indirectement, volontairement, pas volontairement, à substituer un petit peu ses combats ou ses valeurs à celles de l'aider. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir mettre en perspective, et pas prendre tout ce que l'aidant proche vous dit comme argent comptant ou comme du pain béni. Il faut le remettre en contexte et toujours essayer de vérifier auprès du patient, trianguler pour avoir un petit peu le retour par rapport à ça. L'aidant proche, il faut aussi veiller à son propre bien-être, parce que c'est un soutien inconditionnel pour le patient, mais c'est souvent à son détriment. Hein, et les aidants proches ont tendance à se surcharger. Ils constituent un maillon essentiel de l'articulation des soins, de la transmission des informations. Ils accompagnent le malade partout, ils sont là tout le temps, ils connaissent le traitement, les modifications, ils se renseignent parfois même sur la maladie, sur le traitement. Mais parfois, ils prennent tellement de place, ils prennent tellement leur rôle à cœur que d'autres intervenants peuvent manquer de place ou d'espace thérapeutique, ou même parfois sont carrément mis à la porte par l'aidant proche qui dit non mais ça va pas être bon pour lui, moi je sais mieux. Et donc chacun doit pouvoir jouer son rôle sans se surinvestir et avec des relations harmonieuses entre les différents intervenants. Il faut se rappeler aussi que l'aidant proche, il a une grande expérience pratique du malade, plus que de la maladie en question d'ailleurs. C'est l'expert, moi je dis souvent, c'est l'expert d'un seul patient. Il connaît mieux que vous ne le ferez jamais le parkinsonien qui habite au 18 de la rue machin. Lui, il sait tout là-dessus. Mais le problème, c'est que ce parkinsonien, c'est pas tous les parkinsoniens, et vous, en tant que professionnel de la santé, vous avez des connaissances plus larges, certes moins précises pour ce patient en question, mais
des connaissances que l'aidant proche n'a pas nécessairement. Et donc, il faut savoir jouer avec un petit peu cette focale pour mettre l'accent sur des choses très spécifiques ou sur des choses plus larges en fonction de ce que vous allez proposer comme prise en charge. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'aidant proche, par définition, il a ses trucs et astuces, il sait ce qui marche pas, mais c'est pas pour ça que ça marchera toujours. Et parfois, en mettant en place des solutions à court terme, parfois, on dégrade le long terme ou on entrave des choses ultérieurement. Donc ça aussi, ça doit être pris en compte, et c'est quelque chose qui, dans le cadre de la planification des soins, est important aussi à souligner, c'est que l'aidant proche peut parfois manquer d'objectivité parce que il a le sentiment justifié de comprendre les enjeux et la situation, mais parfois le malade lui-même est un peu en porte-à-faux, mais il n'ose rien dire, ou peut-être que l'aidant proche se dit il aimait tellement jouer au tennis, je l'emmène voir du tennis, et on se bat pour aller au tennis, et le patient n'en a absolument plus rien à secouer, mais il le fait quand même, il le subit parce que lui, il a l'impression que ça fait plaisir à l'aidant proche s'il le fait. Et donc, il faut savoir un petit peu revisiter ça et voir un petit peu, mais est-ce que c'est toujours bien les mêmes priorités pour les uns et les autres? Qu'est-ce qui fait vraiment du bien au patient? Qu'est-ce qui va le réconforter vraiment lui? Et parfois, et ça on le voit beaucoup avec les patients Huntington qui ont tendance à devenir très apathiques au fil de la maladie, l'aidant proche dit mais moi je l'oblige à aller pêcher parce qu'il aime bien aller pêcher, ça lui fait du bien. Et en fait le patient n'en a mais vraiment plus rien à foutre. Et en fait, il accepte encore de le faire parce que quand il va pêcher, sa femme lui fout la paix le reste de l'après-midi. Et donc, il faut voir aussi que pourquoi les choses se mettent en place. Et comme c'est quelque chose de très intime, et finalement c'est un microcosme, il faut savoir déconstruire tout ça parce que sinon, vous n'arrivez pas au cœur de la problématique. Et donc, oui, il cherche le meilleur pour le malade, mais parfois de manière irréaliste, parfois en dépit du malade lui-même, et parfois de manière irréaliste pour lui-même, parce que les aidants proches ne sont que des êtres humains, comme nous tous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer le cristal de roche en gemme? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que en pratique, cette planification anticipée des soins, cette prise en charge soit un succès? Alors, je vais vous décevoir tout de suite, il n'y a pas de recette toute faite, ne comptez pas sur moi. Quelques conseils quand même. Le temps. Le temps. Il faut prendre le temps, créer un espace où le patient va pouvoir s'exprimer, où les proches vont pouvoir s'exprimer, mais le faire longtemps à l'avance pour pouvoir affiner l'ébauche progressivement en fonction des circonstances. Alors c'est un peu galvaudé, mais on dit le temps donné n'est jamais perdu. C'est vrai, c'est vraiment vrai par rapport à ça. 1 minute que vous investissez pour la planification des soins pour votre patient, c'est des heures que vous gagnez plus tard dans la prise en soin, c'est du stress en moins, c'est de la vie en plus pour tout le monde, c'est de la sérénité, c'est de la qualité de vie. Il faut laisser décanter, il faut revisiter les choses, et ça Charles-Henri l'a très bien dit, on ne va pas régler tout ça en une consultation. C'est d'ailleurs très peu avisé de la part de l'INAMI d'avoir fait un code de consultation unique, parce qu'en réalité, ça devrait être quelque chose de répétitif. Pourquoi ne pas imaginer qu'on ferait le point, même quand le patient va bien et qu'il n'y a pas de souci tous les ans? Et si le patient est malade, on se voit plus souvent en fonction de l'évolution de son état de santé. Parce que c'est quelque chose qui doit être régulièrement revu. Il faut comprendre les enjeux de santé, certes, mais aussi les enjeux pour le patient, pour ses proches. Qu'est-ce qui se cache derrière ce que le patient souhaite? Qu'est-ce qui se cache derrière ce que l'aidant proche souhaite? Parfois, l'aidant proche culpabilise, je sais pas moi, c'était par exemple un mari absent qui n'était jamais là, et puis là, il se rend compte que son épouse n'en a plus pour longtemps, et il se surinvestit, il a envie que tout le monde s'acharne, parce que lui, il a vraiment l'impression qu'il est passé à côté de sa vie conjugale, ou que sais-je, et il a envie de... Donc, il faut savoir débrouiller tout ça pour que, un petit peu, toutes ces idées, ces préconceptions, ces distorsions cognitives soient déroulées pour pouvoir avoir vraiment accès à la réalité du malade et son projet de vie ou de fin de vie. Moi, j'aime bien cette petite équation 6 = 9.
c'est simplement pour dire qu'il n'y a pas une vérité, que la vérité dépend bien souvent de notre point de vue, et que le point de vue des uns n'est pas celui des autres, et que c'est pas parce que on a un point de vue différent qu'il y en a un qui a raison, qu'un qui a tort. Il faut plutôt essayer de trouver une situation où la prise en soin, la suggestion thérapeutique, la manière dont on va agir va peut-être être pas celle que l'un voulait ou l'autre voulait, mais quelque chose qui va dépasser ça, qui va être encore mieux, peut-être parce qu'on a interagi, on trouve une solution qui transcende un petit peu ce que les uns et les autres avaient imaginé. Il faut communiquer beaucoup, tout le temps, avec tout le monde, le plus possible. Pareil que la première chose que j'ai dit, c'est du temps qui n'est jamais perdu. Même si vous n'avez pas le temps, même si vous êtes en train de mettre votre manteau, que vous êtes pressé, que vous devez aller au resto, passez 2-3 minutes avec la personne. Dites-lui, j'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer maintenant, mais je vais répondre à votre question, ou on en reparlera plus tard, etc. Mais offrez du temps, montrez-vous disponible, ça crée de la confiance, et ça permet au patient de se dire, le jour où j'aurai vraiment besoin de lui ou d'elle, au moins il entendra, et il fera en sorte que ça avance. Alors, le poids de la décision, finalement, de tous ces éléments, de l'anticipation des soins, de qu'est-ce que vous voulez pas, etc. Et ça, on en a parlé aussi. Je pense qu'il faut essayer, dans toute la mesure du possible, de pas faire peser ce poids sur le patient ou sur ses proches, parce que c'est très culpabilisant. Quand on a un patient qui ne mange plus, qu'est-ce qu'on fait? On lui met une sonde de gastrostomie ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, madame? C'est horrible. Vous n'allez pas dire, mon fils, non, ne faites rien. Alors que, quelque part, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc, nous, on est des professionnels de la santé. On a ce devoir d'être rationnel, factuel, ce qui n'implique pas de ne pas être empathique ou même sympathique, mais on doit pouvoir guider et soutenir et prendre à notre charge ce fardeau, de dire, après avoir discuté avec vous, nous pensons qu'il vaut mieux ne pas le faire. Basculer, écouter la famille, écouter le patient, écouter les proches, consultez-les, on ne le fait jamais trop, mais ne leur faites pas sentir que la décision leur revient, que c'est leur fardeau. C'est merci pour ces informations, grâce à ça, on va pouvoir prendre la meilleure décision, on vous conseille de faire ceci, on pense qu'il vaut mieux ne pas faire ci ou ça. Parce que comme ça, vous les déculpabilisez, vous les rassurez, parce que ils ont déposé ce qu'ils avaient à déposer, mais au final, la décision d'agir ou de ne pas agir est prise par le corps médical, à défaut le personnel soignant, etc. Et c'est notre rôle d'endosser ce poids-là, cette responsabilité-là. On ne peut pas se dire, oui, on a fait ce qu'ils voulaient, comme ça, on est tranquille, et on n'aura pas d'ennui, et ils ne pourront pas porter plainte. Faut mouiller un peu son maillot, quoi. Alors, évidemment, c'est important d'être formé à tout ça, de se former, mais les aidants proches aussi, la personne de confiance devrait pouvoir être formée par rapport à ces enjeux-là et bénéficier d'informations pour pouvoir se connaître mieux connaître les enjeux et pouvoir guider son aidé proche ou son parent au travers de ce processus qui peut effectivement être stressant ou source de questionnement. Et c'est pas toujours facile au repas de famille de parler de papy qui a un cancer et que comment est-ce qu'on aborde ces sujets-là. C'est important aussi de le faire en famille. Moi, je suis souvent surpris en disant ces questions-là finalement sont abordées par le patient à la consultation. Et les gens, je dis mais vous n'en avez jamais parlé entre vous? Ah non. Oh, il m'a dit une fois, j'ai plus envie de. Je dis tais-toi, Denis. Faut pas dire ça. Hein. Et voilà. Comprendre la réaction, mais c'est un peu court. C'est quelque chose qu'il faut savoir accueillir. Savoir légitimer aussi cette souffrance et quelqu'un qui dit ça à son fils ou à sa femme ou à son frère entre la poire et le fromage, c'est quand même, ça témoigne comme une grande détresse. Donc, faut pas balayer ça d'un revers de main. Il faut savoir réagir à ça. Mais c'est des choses qui peuvent s'apprendre. Alors, il faut pas juger. Ça, c'est très important aussi. De la même façon qu'il faut veiller à ce que l'entourage ne substitue pas ses valeurs ou ses convictions à celles du malade, vous ne devez pas faire la même chose. Hein. Vos valeurs, vos convictions,
vos besoins en tant qu'être humain, ils passent au second plan. C'est le projet du patient, c'est pas le vôtre. Vous êtes peut-être pas d'accord avec ce que lui veut ou ce qu'il ne veut pas. Peut-être que si c'était votre enfant, votre mère, votre frère, vous feriez pas pareil. C'est tout à fait légitime. Et vous pouvez même le dire entre vous, mais c'est pas votre pièce de théâtre, c'est celle du patient. Donc, il faut pas que ça interfère avec la prise en soin et avec le déroulement fluide du projet du patient. De nouveau, on est des professionnels, on n'est pas dans la subjectivité, on n'est pas dans l'émotionnel, on doit agir en professionnel. Le patient vous confie les clés de sa fin de vie, les clés de son futur, il vous fait confiance pour ça, il faut être à la hauteur des enjeux. Et alors, il faut, je pense, valoriser davantage le rôle social de la personne de confiance, de l'aidant proche, des intervenants, mais aussi de la situation de malade, parce qu'on est dans une société un petit peu productiviste depuis la fin du 19e siècle, et beaucoup de personnes ont l'impression de déclassement quand ils ne peuvent plus travailler, quand ils sont malades, ils sont un peu exclus de la vie sociale. La maladie charrie encore beaucoup de connotations honteuses. Il y a beaucoup de patients qui ont un cancer, ils le disent pas. Dans ma rue, il y a un type qui est mort, on savait pas qu'il avait un cancer, personne ne le savait. J'ai beaucoup de patients Huntington qui le disent pas et qui disent au kiné, mais ne dites rien, garez-vous derrière. J'ai des patients qui ne veulent pas aller marcher dans la rue avec le kiné parce que le voisin derrière va voir qu'ils sont malades. Donc, de la même façon, c'est un peu le type de 90 ans à la consulte. Je dis, monsieur, il faudrait peut-être marcher avec une canne. Je dis, oh non, docteur, ça fait vieux. À un moment donné, voilà. Donc, c'est aussi, je pense, en tant que société, à nous aussi de mieux intégrer, de mieux valoriser les personnes malades en fin de vie. La fin de vie, c'est pas secret, ça doit pas être le fait de couloirs feutrés ou de conciliabules discrets dans des cabinets un petit peu clair-obscur. La fin de vie, ça fait partie de la vie. Jusqu'au bout, les patients interagissent, et même après le décès du patient, il faut, on peut continuer à avoir l'entourage, le patient continue à vivre dans la mémoire de ses proches, et donc ça ne s'arrête pas. La fin de vie fait partie intégrante de la vie. Ça peut même, un petit peu comme je disais tantôt, par ricochet, ramener de la vie. Cette espèce le fait de s'emparer de ce projet-là, de le faire sien, ça permet au patient de reprendre le contrôle et de se reprojeter comme une personne active, qui décide, qui est effecteur. Et donc, ça peut véhiculer des valeurs très positives pour le patient. Et donc, je vois pas pourquoi ce serait en secret. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, il n'y a pas de recette toute faite. C'est du sur-mesure. Comme un peu tout en médecine, finalement, ça devrait être comme ça. J'espère vous en avoir convaincu. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et le docteur Serre et moi serons ravis de répondre aux questions de l'Assemblée, s'il y a. Et donc, je remercie nos deux orateurs. Tu nous traduiras cette petite phrase en japonais qui intrigue beaucoup les gens, je pense. Je remercie nos deux orateurs qui ont conclu de façon magistrale cette dernière conférence de notre cycle de l'année. Et alors, est-ce que nous avons des questions, que ce soit en présentiel ou à distance? À distance, visiblement, il n'y a pas de questions. Pour la traduction, c'est simplement merci pour votre attention en japonais. Donc, gokeisho arigatou gozaimashita. Et en hiéroglyphe, doa ennejeru. Donc, merci. Oui. Donc, actuellement, si j'ai bien compris, si on a un souhait, c'est marqué on n'a pas de maladie, je veux dire, on n'a pas fait nécessairement un projet de vie, de fin de vie avec son médecin, et même quand on l'a fait, quand on arrive aux urgences, comment est-ce qu'ils savent, les médecins, il y a encore rien.
Donc la question, je répète pour les gens en distanciel. Hein. Donc la question c'est est-ce qu'il y a un endroit où les intervenants qui prennent en charge un patient peuvent voir s'il a déjà consigné des desiderata concernant sa fin de vie, une éventuelle limitation de soins, etc. Il n'y a que 3 choses qui, en Belgique, sont possiblement encodables dans un fichier national. C'est la déclaration anticipée relative à l'euthanasie, la déclaration relative au don d'organes ou au refus de don d'organes et les souhaits en matière de funérailles. Pour ce qui est entre-temps, il n'y a pas, effectivement. Donc, il n'y a pas de choses structurées, organisées par l'État. Voilà. Alors, du coup, ça dépend un peu des initiatives locales. Et donc, si soi-même, comme citoyen, pas nécessairement comme patient, on a des choses qu'on veut écrire pour le médecin qui prendra soin de nous en situation d'urgence, on peut le faire, c'est ça les déclarations anticipées. Alors, comment faire pour qu'elles soient connues? J'ai une collègue au CHU qui dit il faut très bien choisir son médecin traitant et son conjoint. Oui, parce qu'effectivement, c'est les 2 personnes à qui faire connaître ces papiers-là. Il y a certains patients qui ont ces papiers dans le portefeuille, etc. Pourquoi pas? Il y a même des histoires de patients. Il y a eu un cas clinique publié dans le New England il y a quelques années d'un monsieur qui se présentait dans un grand hôpital américain et qui s'était fait tatouer « Do not resuscitate ». Bref, alors... Non, pas nécessairement. Voilà, c'est ça. En espérant qu'il y ait du réseau Wi-Fi de l'hôpital en question, et puis voilà. Mais bref, voilà. Donc, effectivement, ça va sans doute changer. Il y a une porte ouverte dans la réforme du droit des patients. Mais le conseil actuellement, c'est d'en parler le plus possible. Voilà. Et le papier, de le faire connaître. Alors, si on habite à côté d'un hôpital où on se fait soigner habituellement, mais là, c'est assez simple. On a l'occasion d'avoir des contacts avec les médecins là-bas et on peut faire renseigner dans le dossier informatique de l'hôpital en question ses volontés. Ça existe. Le souci, c'est si on a un problème et qu'on est transféré dans un hôpital qui ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam. Ça peut arriver aussi en vacances. Hein. J'ai pas envie de vous faire stresser à l'approche de l'été, mais ça pourrait l'être. En tout cas, la loi prévoit qu'il peut y avoir des aménagements, notamment des supports informatiques. Donc, ça pourrait l'être. Ça pourrait être une évolution. C'est le choix qui a été fait au Canada. En France, c'est un peu moins structuré. C'est départementalisé. Donc, si vous êtes hospitalisé dans votre département et qu'on appelle le centre 15, vous avez une fiche qui s'appelle la fiche urgence Palia qui s'affiche. Mais voilà, donc il y a moyen de faire, ça va sans doute s'organiser, mais pour l'instant, à part compter sur ses proches, sur sa famille, avoir l'occasion d'en parler quand on est hospitalisé dans l'hôpital près de chez soi et de le faire encoder, il n'y a pas beaucoup d'autres choses disponibles peut-être. Et alors, je complète juste à propos de papier, de documents. Alors, on n'a pas parlé ici parce que ça sortait du cadre de l'exposé, mais moi, j'ai souvent des questions qui portent sur la demande anticipée d'euthanasie. Mais d'abord, j'ai été à la commune, docteur, je me suis enregistré. Mais alors déjà, c'est très bien, mais ça va rester à la commune et ça n'ira nulle part d'autre. Donc, il faut avoir sa propre copie, mettre dans le dossier, etc. Et deuxièmement, la demande anticipée en Belgique, c'est bien d'en avoir une, mais techniquement, elle ne s'applique qu'en cas d'état de conscience irréversible et prolongé. Donc, en pratique, qu'au cas de coma, et encore au cas de coma profond, pas les états de conscience minimale, etc. Donc, c'est vraiment une demande, un truc qui ne s'applique que dans un champ extrêmement étroit. Donc, ce qu'on peut faire alors à côté de ça, c'est une demande anticipée de limitation de soins, mais pareil, ça c'est un document que vous établissez vous-même, mais qui ne se retrouve encore une fois nulle part. Oui, et les déclarations, pour compléter tout ce que tu viens de dire, les euthanasies sur base de ce papier-là, c'est 0,6% des euthanasies en Belgique par an, 0,6. Donc voilà, ça ne sert quasiment jamais. Ce que je dis souvent aux patients, c'est que ça peut avoir la vertu, si un jour vous demandez vraiment l'euthanasie, que le médecin se dise que vous y avez déjà réfléchi depuis un certain temps. Voilà. Mais... Alors juste pour compléter, moi j'essaye toujours dans le dossier des patients, quand ça s'applique évidemment, pas le patient que je suis pour une migraine, de mettre des instructions par rapport à ça. Il y a même des patients, par exemple des patients qui ont la maladie de Huntington, qui séjournent dans des maisons de repos. J'ai même fait des fiches avec ce qu'il faut faire, pas faire, etc., des consignes. Mais même comme ça, parfois, dans la panique, le patient fait une grosse fausse route, l'infirmière qui est toute seule ou l'aide-soignante qui est toute seule la nuit appelle le SMUR arrive, il l'intube, il lise pas, urgence. J'ai déjà récupéré des patients comme ça aux soins intensifs intubés, alors que c'est des patients qui n'auraient jamais dû se retrouver là-bas. C'est des patients qui étaient grabataires, qui ne communiquaient plus, etc. Donc,
vraiment des situations qu'on pourrait qualifier complètement d'acharnement thérapeutique. Donc je pense que votre question est absolument pertinente et la nécessité d'un tel outil, elle est mais tout à fait énorme. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? N'hésitez pas. Il faut vraiment attendre d'être dans une maladie ou dans un état avancé pour procéder à cette démarche. Faut-il vraiment attendre d'être malade avant d'entamer ce type de démarche? Bah, clairement non. Je pense qu'on devrait idéalement toutes et tous y penser, le faire, mais tout en sachant que ce sera une ébauche qui sera affinée en fonction de ce qui se présentera, de comment on y réagira, des épreuves ou des écueils qu'on aura à traverser. Mais au moins, le fait de le faire à l'avance, ça va permettre d'ouvrir un espace et de signaler aussi sa disponibilité, sa volonté de vouloir en parler. Et donc, si votre médecin traitant, il sait que vous avez parlé de ça un jour, et puis tiens, on vous diagnostique un petit cancer pas trop méchant, peut-être il va vous en reparler en disant, tiens, tu te souviens, on avait parlé de ça, est-ce que tu es toujours là-dedans, etc. Donc, je pense que ça a de multiples vertus. Et comme disait Charles-Henri, c'est aussi l'assurance d'avoir un projet de soins, de vie, le cas échéant de fin de vie, qui correspond, en tout cas dans l'idéal, et avec le plus de probabilité à ce que vous souhaitez ou ce qui vous convient. Donc, oui. Et puis, oui, comme dit le docteur Gédidi, mon confrère, entre parenthèses, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le directeur, c'est aussi un bon exercice pour nous parce que ça nous oblige à y réfléchir et à préciser un petit peu ce qui fait pour nous la valeur de la vie, ce qui fait ce qu'on serait prêt à accepter ou pas, tout en sachant que ça n'a rien de définitif, on peut toujours revenir dessus. Moi, j'ai des patients qui voulaient se faire euthanasier et 2 jours avant, ils ont tout il y avait le barbecue qui était prêt et tout, et 2 jours avant, ils ont tout décommandé. Et puis, il y en a même qui ont rechangé d'avis et qui ont dit, finalement, vous savez quoi? On le fait. Et on a quand même fait le barbecue. Question? Remarque? Oui, une question à distance? Alors, je suis neuropsychologue et sensible à l'évaluation des capacités de prise de décision et à l'empowerment. Pensez-vous que l'ACP devrait être proposée aux patients après un diagnostic de pathologie neurodégénérative? Je travaille en hôpital de jour gériatrique et je pense que ce type de démarche pourrait permettre aux patients de prendre leurs dispositions, reprendre le contrôle dans ce contexte où peu de pistes thérapeutiques peuvent être proposées. C'est une question très bien posée, je vais la raccourcir un petit peu. Donc c'est d'une personne qui est neuropsychologue et qui pose la question de l'intérêt et de l'évaluation des patients qui ont des troubles cognitifs, notamment dans le cadre de maladies neurodégénératives, quid de l'ACP, de la pertinence et de l'évaluation de ces patients-là pour la prise de décision. Oui, voilà, évidemment, nous, on est des convaincus, donc on va répondre certainement. Avec de petites réserves, on ouvre l'espace, on pose la question, on le propose, on l'impose pas, on va au rythme du patient et en insistant sur ce qui a déjà été dit par Zaïd, c'est voilà, tout en veillant comme soignant à ce que le patient actuel ne se transforme pas en tyran de ce qu'il va devenir aussi dans ces situations-là. Et alors, je peux peut-être rajouter un petit grain de sel parce que je suis plutôt spécialisé dans les troubles cognitifs, mais en fait, même, c'est vrai que la loi sur l'euthanasie impose qu'un patient soit responsable au sens juridique du terme, mais même un patient qui a des troubles cognitifs, s'il est évalué correctement, s'il est dans de bonnes conditions, même dans un état de démence, pas à la phase d'état évidemment, pas dans une période de confusion, etc., mais on peut quand même avoir une conversation avec lui. Il est encore capable, dans certaines circonstances, voire même souvent, d'avoir une certaine
une certaine appréciation sur son état, de pouvoir exercer son jugement sur certains points, etc. Donc, le fait d'être dément aussi, c'est un long processus, c'est un continuum. Hein. On ne devient pas incapable de décider du jour au lendemain. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est l'anticipation et c'est de pouvoir dire, par exemple, un patient qui est dément, si à partir d'un certain moment, je ne reconnais plus mes proches ou si je deviens incapable de me nourrir, de ne plus savoir me nourrir, etc., à ce moment-là, je souhaite ceci et cela. Et puis, de toute façon, si le patient, à un moment donné, ne répète plus ce besoin-là, on voit qu'il est bien, etc., on n'est pas non plus, on peut, encore une fois, toujours réévaluer la situation. Mais ce n'est pas parce qu'un patient a des troubles cognitifs ou une maladie neurodégénérative qu'automatiquement, il est exclu de ce type de débat, évidemment. Puis on peut aussi poser des questions très simples. Hein. J'ai des patients Huntington ou des patients déments ou des personnes qui ont fait des AVC, qui sont dans des états cognitifs difficiles. Et même si, par exemple, il a toujours dit qu'il voulait pas vivre comme ça, etc. Puis en fait, on voit la personne et n'a pas l'air malheureuse, il a l'air plutôt d'avoir encore des petits plaisirs dans la vie, etc. Mais on peut lui poser simplement la question. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que la plupart du temps vous êtes heureux? Est-ce que vous avez bon? Qu'est-ce que vous pensez de vos journées? Simplement, voilà, pour tâter le terrain. Et si le gars vous dit, moi ça va, on n'est pas obligé non plus de lui demander, tiens, à l'item 43 bis alinéa terre, vous avez mentionné que par rapport à la circulation extracorporelle, voilà, c'est évidemment pas du tout pertinent. Donc, il faut adapter l'approche et l'interpréter dans le contexte. Mais pareil, un patient qui est confus 99% du temps et qui, le pourcent où il est lucide, va vous dire, docteur, j'en peux plus, aidez-moi à partir, je veux plus vivre comme ça, c'est valide aussi. C'est pas parce que il est confus souvent que, au moment où il est présent, il ne peut pas décider. Donc, voilà. De nouveau, c'est du sur-mesure. D'autres questions? Très bien. Je vous remercie de votre attention et de votre présence. Je remercie à nouveau nos deux orateurs et je vous invite à prendre un petit verre de l'amitié à la cafétéria ici dans le couloir principal. Je vous remercie. Merci à vous.